Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des interviews de Pamela Badjogo. On s'est dit à tout de suite. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà eu des engagements qui ont été menés dans ce sens-là ou dans d'autres sens. Je fais référence aux Amazones d'Afrique. Moi, je suis avant tout une musicienne. Mais à côté de ça, j'essaie de mener des engagements qui sont concrets sur le terrain. Donc, les Amazones d'Afrique, je suis l'une des membres fondateurs des Amazones d'Afrique. C'est un collectif avec lequel on a fait le tour du monde pour revendiquer nos droits sur scène. Parce que ce que nous, on sait faire, c'est chanter. Donc, en musique, on a créé un album et on a voyagé dans le monde et on a demandé nos droits, peu importe le pays, peu importe l'origine, peu importe la race, la langue, la couleur de peau. Donc, nous avons voyagé un peu partout avec des familles différentes, des cultures, des coiffures, des vêtements, des façons de chanter différentes, nous permettant ainsi de dire non aux violences faites aux femmes. Mais à côté de ça, je suis aussi cofondatrice du collectif Mosoya et Kobaye qui est respect à la femme. La femme, c'est quelque chose, la femme est importante. Et c'est un collectif que j'ai monté à Bamako il y a 4 ans maintenant. Avec ce collectif, on a organisé des concerts, on a organisé des remises de dons, on a organisé des campagnes de sensibilisation spécialement pour des kits à utiliser par des femmes après viol. Je suis aussi marraine d'une petite école qui s'appelle Karama. C'est une petite école, moi je suis toujours à côté des plus faibles. C'est une petite école d'enfants besoins. Et avec les enfants besoins, nous avons créé une petite école pour les scolariser. Et maintenant, j'ai fait cette chanson Respectez-nous qui continue de revendiquer nos droits. Et enfin, en termes d'engagement, je suis présidente d'un autre collectif qui s'appelle Les Féministes. C'est un collectif avec lequel, grâce à la musique et les activités artistiques et culturelles, nous vendons des t-shirts, nous récoltons des fonds. Et ces fonds vont directement à des femmes qui ont le courage de porter plainte à leurs agresseurs. Waouh! J'ai pas d'autres mots, à part waouh! Il n'y a pas vraiment de waouh, c'est un engagement, il y a des femmes qui font plus, il y a des artistes beaucoup plus connus qui font plus, il y a des Rihanna qui construisent des écoles, il y a des Oprah Winfrey qui construisent des écoles et qui envoient des jeunes filles jusqu'à l'université. Chacun apporte sa petite pierre comme il peut. Vous êtes en train de faire une émission, cette émission va inspirer d'autres personnes, ainsi de suite. Chacun apporte sa petite pierre comme il peut. Ça fait quand même beaucoup d'engagement et beaucoup d'actions de fait. Quelle expérience vous avez retenue de ces parcours-là? L'évolution, s'il y a des évolutions par exemple. Comment est-ce que les gens nous perçoivent? Bon, j'aime bien dire nous. Mon engagement pour les luttes féministes, c'est mon engagement. Donc c'est pas quelque chose que je crie sur les toits. Les gens qui me côtoient savent ce que je fais. Les gens qui lisent ma biographie savent ce que je fais. Mais je le fais avant tout parce que c'est mes convictions et c'est pas, il n'y a aucune visée de promotion derrière. Donc pour moi, c'est vraiment parce que je le fais parce que c'est important que qu'on le fasse. Comme vous avez dit, chacun apporte sa pierre à son niveau. Ce que j'ai appris et qui est clair, c'est qu'on est loin du compte et on n'est pas prêt de réussir cette guerre maintenant. Parce que maintenant, c'est quasiment une guerre. On n'est pas prêt de réussir ce combat, en tout cas pas demain. Tout comme la lutte contre le racisme continue de perdurer, je pense que le nôtre va continuer de perdurer. Donc il serait important que nous soyons plus nombreuses. Nous ne sommes pas assez nombreuses. Je dirais que nous ne sommes pas encore assez nombreuses à prendre conscience de la nécessité de liberté. Dans toute cette lutte, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Ce que je trouve de positif, c'est que même si nous ne sommes pas encore assez nombreuses, nous sommes déjà nombreuses. Et nous sommes déjà nombreuses même en Afrique. Ça, c'est génial parce qu'avant, je me souviens, je devais être encore au lycée, en fin de lycée, quand on voyait les femmes se lever et enlever leurs vêtements, on était tous catastrophés. Oh mon Dieu, comment on peut faire ça? Elles sont maudites. Même moi, je disais qu'elles étaient maudites. Et puis les années arrivant, chacun trouve sa place en fait. Le féminisme crée des branches. Maintenant, le féminisme, c'est le tronc de l'arbre. Et maintenant, on a des féministes de la pensée, féministes intersectionnelles, des féministes joyeuses, des féministes de la cuisine, des ménagères féministes.
ainsi de suite. L'arbre est en train de prendre des branches, les branches sont en train de donner des fruits. Mais ça ne signifie pas que nous sommes déjà arrivés. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, si on pouvait être plus nombreuses, ça avancerait plus vite. Effectivement, mais on voit déjà que la jeune génération est déjà très impliquée, cette conscience collective dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que la jeunesse déjà, surtout africaine, commence à prendre conscience. Là, j'ai dernièrement vu le hashtag Vraie Femme Africaine qui a été lancé par des jeunes femmes de la Côte d'Ivoire et une jeune femme de la Côte d'Ivoire soutenue par d'autres jeunes femmes de la Côte d'Ivoire, d'Afrique qui a fait le tour du monde. Donc on voit bien que c'est bien qu'on soit justement pas encore suffisante par rapport à la taille de la lutte. Il y a quand même des bases qui se posent et des transmissions qui se font. De voir que justement les frontières deviennent de plus en plus invisibles par rapport à cette cause-là. Avant, il y avait vraiment des fractures. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de fractures, bien que justement, on a eu à entendre parler de l'afroféminisme. La cause collective est là. Chacun s'approprie du combat par rapport à ses manques, à ses besoins. Notre combat, nous, en Afrique, le féminisme africain, doit ressembler à nos couleurs, nos vêtements, notre nourriture, notre éducation, l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos maris, nos blagues. C'est avec nos blagues qu'on va réussir à convaincre notre peuple. C'est avec notre musique qu'on va réussir à convaincre nos gens. Et c'est ce qui est en train de se faire. En parlant de ce hashtag Vraie Femme Africaine, il y a des blagues du genre si tu cuisines pas bien, tu n'iras pas au paradis. C'est typiquement africain ça. Et ça, c'est une blague. C'est pas un jugement, mais c'est pas une blague européenne. Mais par contre, pour nous, c'en est une. Depuis que je suis toute petite, c'est des choses qu'on me racontait. Ah ouais, quand tu seras mariée, il faut bien cuisiner. Si tu vas aller au paradis. Ça, c'est des blagues si tu laves pas les pieds de ton mari. Ça, c'est des trucs qui existent dans nos cultures encore. Après, c'est admirable. Ce n'est pas parce qu'on demande de la liberté qu'on ne va plus le faire. C'est là la petite subtilité. C'est là aussi qu'on a des problèmes avec les hommes parce qu'ils continuent de penser que si on leur donne la liberté, elles vont faire ce qu'elles veulent. Non, elles vont pas faire ce qu'elles veulent. Elles vont juste être à même de décider pour elles-mêmes. Donc, par exemple, en Afrique, le patriarcat est très important, que ce soit chez la femme ou chez l'enfant. Le patriarcat domine. Donc, un enfant garçon peut donner des ordres à sa mère parce qu'elle est femme. Ça, c'est un peu un manque de liberté quand même. Et ça, c'est le genre de choses qu'on combat. Vous êtes quadriculturel quelque part entre le Gabon, le Mali, la France et je ne sais où encore. Quelle différence vous avez pu noter par rapport à ces différents endroits, que ce soit par rapport aux conditions de la femme même ou par rapport à cette lutte-là? Dans les différents pays où j'ai vécu, je crois que le pays où pour moi la lutte contre les violences est encore a beaucoup de travail, c'est au Mali. Au Mali, la condition de la femme est un peu plus difficile que celle du Gabon. Parce que, par exemple, la femme gabonaise est déjà pas mal émancipée. La femme gabonaise est déjà... Bon, au Gabon, on a la chance d'avoir une culture matriarcale. Culturellement, la famille est dirigée par la femme. Donc, en fait, le mari, c'est le roi, comme ça. Mais c'est la femme qui prend les bonnes décisions pour la famille. Et c'est la femme qui prend les bonnes décisions pour la famille devant tout le monde. Donc en fait, ça donne déjà un avantage à la femme en Afrique centrale. Ce qui est un peu différent pour la femme en Afrique de l'Ouest. Où c'est le mari qui est le chef de famille, c'est le patriarche. Et la femme, c'est la nuit porte-conseil. C'est là-bas que j'ai compris le sens de cet adage. La femme, c'est la nuit porte-conseil. Donc, c'est dans la chambre que la femme va dire à son mari non, c'est comme ça, c'est mieux comme ça. Non. Et là où c'est injuste pour la femme en Afrique de l'Ouest et spécialement au Mali, c'est que
C'est elle qui a donné les conseils, c'est elle qui s'est occupée des enfants. Mais s'il y a un échec, ça retombe sur elle. Le moindre échec, c'est de sa faute. Quand les enfants réussissent, c'est papa. Quand il y a un échec, c'est maman. Et du coup, en Afrique centrale, comme la femme, elle a la grande gueule et c'est elle qui dirige, bah, tous les échecs, c'est pour elle. Et toute la réussite, c'est parce qu'elle a la chance d'avoir un mari. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence est un peu subtile, mais elle est là. Donc, du coup, la femme en Afrique centrale a 2 fois le couteau à la gorge. C'est-à-dire elle doit tout réussir, sinon la faute va être pour elle. Parce que c'est elle qui dirige. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, la femme va se prendre les coups alors que c'est même pas elle qui est à la tête. Que ce soit bon ou pas, la pauvre, elle va se prendre les coups. Donc il y a cette différence-là. Et puis en Europe, en France, la femme a déjà beaucoup plus de liberté quand elle veut aller boire un verre tranquillement avec ses copines. Elle dit à son chéri, oui chéri, je vais aller boire un verre. Il y a quand même une bonne partie des hommes qui disent, d'accord, amuse-toi bien. Eh ben non, pas en Afrique. Chéri, je vais aller boire un verre avec mes copines. Hein? Quelles copines? Faut donner le nom de toutes les copines, comme elles seront habillées. On te dit l'heure à laquelle tu as le droit de sortir, l'heure à laquelle tu dois être revenu. Exact. Qui sont leurs maris? De quelle origine? C'est quel clan? Quelle est la coutume? C'est quoi la langue de l'arrière-grand-mère? C'est quand que le grand-père est mort? Pourquoi elles vont? Voilà. Donc, de quel moyen tu vas y aller? Par quel moyen tu vas revenir? Exact. Vous allez être combien? Et du coup, quand tu vas tout droit et tu reviens tout droit à la maison. Voilà. Oh, et si tu passes... C'était un cheeseburger. Hein? Mais tu n'avais pas dit ça. Compte rendu, mal fait. Résultat, tu ne sors plus. Comme un enfant. Voilà, donc c'est un peu plus subtil en Europe, mais qu'à cela ne tienne, voilà, la cause est partout. J'espère que vous avez aimé cette interview de Pamela Bajoko. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez connectés et surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se dit à très bientôt.